Rebonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Les derniers retardataires qui n'étaient pas présents avec nous pour le icebreaker, c'est compliqué. J'espère que là vous serez bien réveillés. Est-ce que vous avez kiffé un petit peu la visite virtuelle? Bon, je vais vous reposer cette question un petit peu plus tard parce que là on va se concentrer sur le live métier. On va bientôt accueillir Raphaël qui est consultant en management. Est-ce qu'il y en a certains, certaines déjà qui ont une petite idée de quoi il va s'agir justement pendant ce live métier? N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées, envoyez ça par message. Et donc j'espère que vous êtes comme d'habitude tous prêts et prêtes à accueillir Raphaël. Je veux des flammes, je veux des claps, je veux des Raphaël ou même Rafa si vous voulez en commentaire dans les messages quand il va arriver. Mais avant justement qu'il arrive, on va revoir tous et toutes ensemble le sommaire d'un live métier parce que je commence à remarquer que vous commencez à être habitué. C'est bon, là, vous commencez à avoir ce plan, mais il y en a toujours un ou deux qui ont un peu de mal et qui posent des questions alors que la partie va arriver. Donc, on n'oublie pas qu'en première partie, il va y avoir les 6 images. Donc, un petit peu pour résumer le métier, pour résumer aussi une journée quotidienne de comment fonctionne et comment va travailler Raphaël. Donc, vous inquiétez pas, dans cette partie, on va voir comment ça fonctionne tout ça. La deuxième partie, c'est le cas concret. Donc, c'est un exemple d'une mission qu'il aura à réaliser avec sa problématique, comment il arrive à résoudre justement ce problème qu'il va avoir en face de lui. Et en troisième partie, quel est son parcours? Donc, vous inquiétez pas, c'est en troisième partie qu'il va y avoir qu'est-ce qu'a fait justement Raphaël après le bac, est-ce qu'il a fait des alternances, est-ce qu'il est allé en université ou pas. Vous allez le savoir dans cette troisième partie. Donc, patience, ça n'arrive pas tout de suite. En quatrième et avant-dernière partie, qu'est-ce qu'il préfère un petit peu dans son métier et qu'est-ce qu'il aime un tout petit peu moins dans son métier. Et en dernière partie, un cliché ou une anecdote, comme d'habitude, vous le savez. Je vous spoil pas, j'attends que vous voyez ça à la toute fin. Sans plus tarder, on va pouvoir accueillir Raphaël. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Bonjour à tous, je vais très bien David, merci beaucoup. Content de participer à ce live, donc n'hésitez pas à poser un max de questions, notamment sur ce Exactement. métier, qui est un métier un peu technique, je dois vous l'avouer. Eh Mais voilà, je serai très prêt du coup à répondre à vos questions, donc n'hésitez pas vraiment ben, à en poser. c'est super. Voilà, là on voit plein de flammes qui nous disent bonjour, bonjour Rafa, etc. en commentaire. Ils ont dit exactement ce qu'il fallait dire. Bonjour, voilà, tout le monde est chaud, c'est super. Et tout d'abord, est-ce que tu peux, en quelques mots, quelques phrases, nous résumer un petit peu ton métier pour qu'on ait une idée de quoi il s'agit justement, un petit peu? Alors bien sûr, donc je suis consultant en management dans un cabinet. Alors un consultant, bon déjà c'est un terme très vaste. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que je travaille pas pour ma propre entreprise, mais on travaille pour des clients. C'est-à-dire que je travaille au sein d'une entreprise, mais en fait je travaille plutôt pour des clients, c'est-à-dire d'autres entreprises avec lesquelles on travaille pour des sujets notamment liés donc au management, à l'organisation, des problématiques, internes à cette entreprise. On est un petit peu comme des médecins, c'est-à-dire qu'on va voir des entreprises, on va Ok, leur dire: «Voilà, on constate, voilà, que vous avez des problèmes, par exemple, d'organisation, vous avez besoin d'utiliser, par exemple, un nouvel outil, numérique, vous avez besoin d'une nouvelle stratégie». On va leur proposer un projet, on va venir chez eux pour les aider justement dans leur projet et ensuite, voilà, on va, utiliser, en fait, toutes les connaissances qu'on a acquises pour pouvoir faire profiter d'autres entreprises également de nos connaissances, de nos savoir-faire dans certains domaines. Et moi, pour ma part, donc juste pour vous préciser, donc je suis consultante en management, en transformation digitale et j'interviens auprès de clients dans le secteur énergétique, notamment. OK, d'accord. Et quand tu dis que, par exemple, tu vas donner justement des conseils à des entreprises, tu vas les voir, et cetera, est-ce que généralement, c'est plus vous qui proposez vos services ou c'est les entreprises qui vous demandent de les aider directement? Alors, il y a ces 2 cas de figure qui existent, ça peut être à la fois nous, qui rencontrons donc c'est vraiment un métier de contact, c'est-à-dire qu'on voilà, on va rencontrer, différents personnages clés dans des entreprises, donc on va viser des personnes qui sont plutôt des managers, des directeurs, des personnes qui vont, par exemple, diriger des départements informatiques et OK, ils peuvent, eux, nous contacter s'ils nous connaissent déjà, parce qu'il faut aussi être connu, on n'est pas forcément toujours ouais, connu, moi, mon cabinet est pas aussi connu que, certains grands cabinets, par exemple. Mais d'un autre côté, voilà, on peut leur proposer également, leur dire: «Voilà, on a vu que, on travaillait par exemple sur un projet et on a vu que, en travaillant sur ce projet, on a vu que vous aviez d'autres problèmes également». Bien sûr, on leur dit d'une façon assez gentille, mais, que vous aviez d'autres problèmes. Voilà, on vous propose également d'en discuter et de traiter ce problème-là avec vous. Donc, ça marche en fait dans ces 2 sens. Et dans l'idée, ces 2 bien sûr, pour nous, ouais.
L'idée pour nous, évidemment, c'est d'être très à l'affût, de ces opportunités puisque c'est comme ça qu'on fait notre chiffre d'affaires. OK, OK, bah, c'est très bien, c'est très clair. On a une première question de Wally qui nous demande: «Donc vous aidez surtout les nouvelles entreprises, point d'interrogation, à se lancer correctement?» Alors nous, on aide tout type d'entreprise. OK. Alors moi, par exemple, dans l'énergie, donc j'ai beaucoup travaillé, bah, avec une entreprise que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle EDF. Ah bah, oui. Donc ce sont, voilà, des très, très grosses entreprises, qui ont des besoins, en fait, en permanence, hein, même des grosses entreprises, justement, qui ont besoin, par exemple, de se mettre à jour avec les nouveaux outils informatiques ou besoin de se réorganiser. Il y a énormément de grandes entreprises qui ont besoin, de nos services et qui font appel à nous, dans la plupart, des entreprises. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des entreprises, mais il y a aussi, voilà, des gouvernements, tout type, en fait, de structures qui peuvent avoir besoin de consultants, même des associations, par exemple. OK, OK, d'accord. Bah, écoute, c'est très, très clair là-dessus et on peut passer maintenant sans grande transition à la première partie, justement, les 6 images qui nous racontent un petit peu ton métier, divisées en 2 grosses parties. Les 3 premières photos du haut, on voit des personnes assises avec des cravates dans un canapé, l'autre, un petit peu des personnes discuter devant leur ordinateur et enfin un peu plus une conférence ou une présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu plus en détail pourquoi ces photos? Pourquoi le choix de ces images et qu'est-ce qu'elles veulent dire? Alors sur les 3 premières photos en haut, donc j'ai voulu, en fait revenir sur, le fonctionnement d'une mission, donc les différentes étapes clés. Donc en effet, comme tu le dis, on voit beaucoup de personnes discutant avec des cravates. C'est un métier où en effet, c'est un métier de service, où il y a beaucoup d'exigences, notamment de la part du client, OK. puisque les clients payent assez cher les consultants. Donc, c'est un métier où il y a besoin quand même d'un certain standing et d'être, voilà, d'être bien habillé, d'avoir une très bonne présentation. Ça, c'est très, très important pour le client. Ouais, Et comme on peut voir donc sur la première image pour vous l'expliquer, donc on voit des personnes en train de discuter. C'est souvent avant un projet, on va voir le client, on va, discuter de ses besoins. Voilà, le client va nous dire: «Bah, en fait, j'ai un nouveau projet de réorganisation en interne» ou, on va installer, par exemple, un nouvel outil pour, communiquer entre nous. Par exemple, des outils pour que les employés puissent communiquer, puissent travailler de façon, collaborative, c'est-à-dire, voilà, travailler sur des projets ensemble. Bah, qu'est-ce que vous pouvez vous nous apporter? Et nous, on va venir leur voir en leur disant: «Bah, voilà, on a déjà fait ce type de transformation de projet, dans telle ou telle entreprise. Voici ce qu'on peut ouais. vous proposer». Je fais ça très OK. rapidement, bien sûr, parce qu'il y a toute une procédure, qui se passe. Oui, oui, oui. Mais, voilà, l'idée, c'est, de leur dire qu'on est capable, en fait, de les aider dans ce projet-là. C'est comme ça qu'en fait, on attrape ce qu'on appelle les missions. Parce que nous, on fonctionne vraiment par mission. C'est-à-dire qu'on va être en contrat avec cette entreprise pendant une période de quelques mois à peut-être plusieurs années pour, voilà, amener des consultants chez eux pour pouvoir ensuite mener à bien ce projet. Donc OK. une étude ou, de l'implémentation. Une fois que ça, c'est gagné, donc on passe à la deuxième image. Donc là, Ouais, c'est la mission. Donc on a des consultants qui vont chez le client. Alors parfois, on peut être tout seul, parfois on peut être une très grosse équipe. Ça arrive sur des gros projets. Et donc là, on va travailler pendant plusieurs mois avec le client, avec, les employés pour, pouvoir, mettre en place le projet. Ça peut être, voilà, changement d'outil, ça peut être, faire découvrir un outil aux employés ou ouais. découvrir voilà, ce qui se passe en interne. Donc ça, la deuxième partie, c'est toute la partie, de mission, OK. qui a une durée variable. Et enfin, la troisième partie, donc on voit une présentation, donc ça va être, par exemple, rendre les conclusions au client. On est passé plusieurs mois OK. chez lui, on va lui dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il faudrait implémenter?» Donc ça, c'est un type de mission. Ou au contraire, on va leur dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qu'on a réussi à faire?» Pour pouvoir les mettre à jour et éventuellement, peut-être, faire d'autres missions ensuite pour pouvoir, OK. continuer dans ces domaines-là. Et à partir de combien de temps, à peu près, en moyenne, vous commencez à faire les premiers bilans, à dresser les premiers bilans d'une nouvelle «stratégie» entre guillemets? Alors là, ça dépend vraiment beaucoup du type de mission. OK. En général, on a ces réunions assez régulièrement en fonction des projets. Ça peut être, par exemple, tous les mois, ça peut être tous les 3 mois. Ça, c'est discuté avec le client en amont, en fonction de OK. ses préférences. Donc vraiment, ça peut être on peut avoir des projets très courts, par exemple, surtout en finance. Alors moi, je suis pas en finance, mais je sais qu'en finance, on peut avoir des missions très courtes, mais très intenses, où là, ça peut être au bout d'une semaine, ou par OK. exemple, ça peut être des projets plutôt sur, 6 mois, 1 an. Voilà, donc c'est vraiment très, très, très variable. À ce moment-là, donc est-ce que OK. vous aidez toutes les entreprises ou seulement celles dans des domaines spécifiques? Bah, en fait, on aide tout type d'entreprise. Après, en fonction des cabinets, on est sectorisé en fonction d'entreprise.
toute entreprise, en fait, qui ont un budget, parce que c'est quand même un budget assez important d'embaucher des consultants. Donc, en général, ça va plutôt être des grosses entreprises, mais on n'a pas de limitation par rapport au type d'entreprise, qu'on fait. Donc vraiment n'importe quelle entreprise qui a besoin de nos services, et que nous aussi, on se dit: «Bah, voilà, cette entreprise pourrait avoir besoin de nous», on va aller vers eux. OK, génial. Bah, on peut passer maintenant aux petites 3 images du bas qui représentent plutôt un petit peu ta journée de travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On voit pas mal d'ordinateurs, mais on voit aussi un petit peu de l'écrit avec un stylo, donc il y a de tout. Ouais. Donc dans ces 3 dernières images, en fait, j'ai voulu donc en effet parler des 3 éléments importants, de la vie d'un consultant. Sur la première image, donc on voit j'ai aussi mis des logos de programmes que j'utilise, je pense que vous êtes, au lycée, vous êtes familier avec, la suite, peut-être Microsoft, des outils, Mmh. en tout cas pour écrire, pour faire des présentations et Excel. Donc, cette première partie, ça va être la partie ce qu'on appelle des je vais vous apprendre un mot qui s'appelle le mot livrable. En fait, c'est, tous les projets, n'importe quoi on doit, en fait, créer pour le client. Donc ça peut être une présentation, ça peut être, par exemple, une étude. Ça va être très, très important. Donc ça va être le gros de nos missions, ça va être de produire des éléments pour le client, des éléments de qualité pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc, cette partie-là est très, très importante et c'est souvent, voilà, ce qu'on attend d'un consultant Ouais, de pouvoir produire ce type d'outils. Sur la deuxième image, là, j'ai plus voulu mettre en aspect l'aspect, en fait, collaboratif, hein. Dans une journée, on a beaucoup de réunions, on a beaucoup d'échanges avec nos collègues. C'est très important d'avoir ouais, des échanges OK, pour pouvoir avancer sur le travail, puisqu'on ne fonctionne pas tout seul dans un cabinet. Même, par exemple, si vous êtes tout seul en mission, vous êtes ouais, en relation avec des experts dans votre cabinet qui peuvent vous aider, vous apporter de la matière, donc vous êtes jamais tout seul dans ce métier. Et OK, enfin, la troisième partie, donc, c'est la prise de notes. La prise de notes, c'est très, très important de pouvoir tout mettre ça à l'écrit, notamment lorsqu'on intervient avec le client, pouvoir ouais, écouter ce qu'il dit. C'est très, ouais. très important l'écoute dans ce métier et de pouvoir, voilà, prendre des notes, et d'avoir des traces écrites pour pouvoir ensuite être pertinent lorsqu'on répond au client. Et bien répondre aux demandes. OK, bah, écoute, c'est très clair. On a une question de Wally, assez intéressante. Avez-vous donc aussi une sorte de sectorisation pour les territoires où vous pouvez intervenir? Alors, c'est une question très pertinente en effet. Donc, il y a plusieurs marchés dans le monde et je fais partie d'un groupe qui intervient notamment, par exemple, en Amérique du Nord ou en Asie. Donc, on a tendance évidemment à se sectoriser puisque chaque pays a des règles différentes en fonction du conseil. Par exemple, aux États-Unis, c'est pas la même manière de faire qu'en France ou en Allemagne ou je sais pas, à Hong Kong, par exemple. Donc en effet, il y a une sectorisation qui existe. Alors, il peut y avoir des projets internationaux, mais en général, c'est vrai que on a beaucoup de réglementations, qui s'appliquent à certains territoires et non à d'autres. Et donc Ouais. en effet, effectivement, il y a une sectorisation qui existe pour des raisons juridiques notamment. OK, bah, écoute, c'est très clair. On a une dernière question avant d'arriver sur la deuxième partie, un petit peu plus en dehors de ce cadre-là, de Léa qui nous dit: «Est-ce que vous prenez des stagiaires, chez vous?» Alors dans mon cabinet, alors je parle vraiment pour mon cabinet, pour les autres, je ne sais pas, mais pour mon cabinet, on prend des stagiaires, en effet, on a énormément de stagiaires, c'est d'ailleurs le principal, canal de recrutement, OK, mais on les prend en stage de fin d'année, ouais. principalement, lorsque vous terminez, en fait, votre master, Mmh. c'est principalement vous avez toujours un stage à faire, ça peut être 6 mois ou 1 an et en Ouais. général, l'idée, c'est de vous embaucher directement après en CDI. OK, si tout se passe bien, bien évidemment. Voilà. OK, bah, super, voilà, Léa, tu as une petite réponse à ta question. On peut passer donc à la deuxième partie qui est donc un cas concret. Si je veux bien que ça s'affiche moi de mon côté. Voilà, exactement, un cas concret et donc la mission que tu as choisie, c'est gestion et fiabilisation des données de maintenance d'un client dans le secteur Mmh. de l'énergie. C'est donc une des missions, un des exemples que tu as eu à faire. Quelles ont été les problématiques que tu as eu à travers ça et justement comment tu as réussi à résoudre ces problématiques? Donc c'était chez un client donc dans le secteur de l'énergie, qui notamment, en fait, avait énormément de machines industrielles, mais qui avait un problème, en fait, pour collecter les données de ces machines. C'est très important, notamment pour des raisons de maintenance de ces machines, s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et en fait, le client avait une problématique, c'est qu'on se rendait compte que ces données n'étaient absolument pas fiables. C'est-à-dire qu'on D'accord. avait des données qui n'avaient pas de sens.
Et le problème, c'est qu'on ne comprenait pas d'où venait le problème. Et en fait, en creusant un petit peu, donc en discutant avec, voilà, différents directeurs régionaux, directeurs de machines, on s'est rendu compte qu'on avait un outil, en fait, qui était très bien, mais qui était très mal utilisé par les opérateurs. C'est-à-dire qu'ils l'utilisaient pas, ils pensaient pas à mettre à jour et donc toutes les données qui étaient récoltées n'étaient pas bonnes et c'était OK. pas, utilisables. Donc ça, c'est un exemple typique, hein, de voilà, de mauvaise utilisation d'outils dans une entreprise, auquel on doit répondre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé de l'aide, j'ai demandé de l'aide en interne pour pouvoir, voilà, animer des ateliers, donc Ouais. faire venir nos connaissances qu'on a nous de ce type d'outils pour, alors, je vais pas dire le terme acculturer parce que c'est un peu barbare, Mmh. mais faire en sorte que les employés de cette entreprise qui utilisaient cet outil puissent apprendre à l'utiliser. Donc on leur a fait des petits, des cours en fait, comme Ouais, des des cours, formations, quoi, ouais. Ouais. voilà, des formations pour leur dire: «Bah, voilà comment vous devez faire» et on leur a fait tout un protocole, pour pouvoir, utiliser cet outil. Et donc ça a permis, voilà, à partir de ce moment-là, d'avoir des meilleures données et d'avoir une meilleure utilisation de cet outil. Et ce qui était intéressant pour le client, c'est que ça a pas généré de coûts supplémentaires. Par exemple, on n'a pas eu besoin de créer un nouvel outil, par exemple. Ça, c'est D'accord. très important aussi, c'est pour le client, bah, voilà, ça a pas fait de coûts, ça a été la meilleure solution, à son problème. D'accord et donc quand tu dis, par exemple, on fait appel à l'expertise interne, c'est l'expertise de votre cabinet, c'est ça? Exactement. Comme nous, on travaille avec différents clients, souvent sur des problématiques un peu similaires, hein, sur des grands groupes. On a en interne ce qu'on appelle des offres, c'est-à-dire des personnes qui vont centraliser l'expertise, c'est-à-dire toutes nos connaissances, par exemple, sur des sujets. Voilà, en interne, on fait des conférences, on a des ateliers aussi qui nous permettent de comprendre et de se former à ces sujets-là. C'est aussi un grand moment, en fait, pour se former Mmh. à tout type d'outils et voilà, de connaissances et on fait appel à des personnes. Souvent, ce sont des personnes aussi qui sont en contact avec ces entreprises et qui leur proposent des services. C'est souvent les mêmes personnes et ça nous permet à nous, voilà, d'avoir une grande connaissance, Ouais. de ces solutions et de pouvoir aider ces entreprises. Ce qui font que ces entreprises, en fait, nous font confiance. Ouais, OK, d'accord. Oui, oui, plus vous avez entre guillemets «d'experts» dans un certain domaine, plus elles vont se dire que vous êtes pertinent pour Voilà. telle ou telle, mission. OK, OK, c'est clair de mon côté. On a une question de Léa qui nous de enfin pardon, non, avant de passer à la question de Léa, on a une question de Annick plutôt qui nous demande: «Est-ce que l'anglais est primordial dans ce métier?» Alors, tout dépend évidemment de la sectorisation, mais je sais que Mmh. l'anglais est quand même assez demandé, de plus en Ouais, plus, notamment parce qu'on va être confronté parfois à des clients qui sont internationaux, même en France, avec tout type d'interlocuteurs. On a certains types d'outils aussi qui sont en anglais. Donc bien sûr, c'est pas nécessaire d'être complètement bilingue, mais d'avoir quand même une bonne connaissance courante de l'anglais, c'est évidemment important, pour sa carrière et pour, surtout dans le conseil. OK, OK. On a une autre question de Frédéric qui nous demande: «Est-ce que ça recrute?» Comme tout à l'heure, tu as évoqué un petit peu les stagiaires qui étaient quand même présents et qui justement, après pouvaient être amenés à être recrutés. Je pense que c'est un secteur qui oui, recrute, non? Est-ce que tu peux me valider ça? Alors oui, c'est un secteur qui recrute, et notamment des jeunes diplômés, donc c'est très, très bien pour commencer sa carrière. Après, c'est un secteur assez vaste. Moi, par exemple, je travaille beaucoup dans les énergies et l'industrie, mais il y a, en fait, dans tous les différents secteurs. Donc ça peut varier d'une année à une autre aussi. Il y a certains secteurs, par exemple, qui vont mieux fonctionner une année ou une autre. Par exemple, cette année, on a beaucoup de missions en finance, par exemple, si vous êtes intéressé par la finance. Donc oui, c'est un secteur qui, se renouvelle beaucoup. Il Mmh. y a beaucoup de personnes qui font 2, 3 ans dans le conseil et qui après vont se spécialiser, vont changer d'entreprise. Donc c'est toujours, une très, très bonne école en fait pour commencer sa carrière. Très Donc oui, bien. ça recrute, hein. OK, bah, génial, donc foncez, n'hésitez pas à foncer, bien évidemment, c'est un métier qui recrute. Et avant justement de passer à la prochaine partie qui est donc ton parcours, on a la fameuse donc question de Léa qui nous demande: «Est-ce qu'il serait possible, pardon, d'avoir une fourchette de salaire si c'est pas indiscret?» Alors pour je peux donner une fourchette parce que je connais un peu le marché. Donc il y a mon entreprise, mais aussi d'autres entreprises. On va dire pour, un consultant junior, donc débutant, on va dire alors moi je donne très souvent en fourchette annuelle, je vais essayer de voir, Ouais, en fourchette mensuel. mensuelle, mais peut ça pourrait tourner, on va dire entre 37 000 43 000 €, ce qui ferait, heu, j'essaie de Ouais, calculer ça, à peu près 2 300-2 500 € net
pour Ouais, commencer, ce qui est assez correct. ouais, OK, OK, bah, très bien, Ça bah, ouais, Voilà, après, ça dépend aussi des cabinets. On a des oui. cabinets, par exemple, de stratégie, qui sont un peu différents des cabinets de management où là, les salaires peuvent être encore plus élevés. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. Bah, comme on le voit un petit peu dans le tour des entreprises qu'on fait et des métiers, ça dépend énormément des tailles, de cabinets ou des tailles d'entreprises, et aussi de l'expérience, comme tu l'as dit, qu'on a, dans le métier, Ouais, donc en fonction de si on démarre ou non. Donc, ça reste que des fourchettes et bien évidemment que ce sera pas exactement ce que vous allez pouvoir recevoir et qu'il y a pas de ouais. certitude là-dessus. Sa Hem, Sachez une chose aussi, c'est qu'il y a des grilles, en fait, qui existent par école et donc OK, certaines écoles, avec certaines écoles, notamment de commerce, ou d'ingénieurs, vous aurez, par exemple, des salaires plus élevés, au début, mais après ça se rejoint lorsque vous montez en grade. Lorsque vous montez en grade, en fait, tout le monde se rejoint en termes de salaire. ouais, OK, OK, OK. Bah, écoute, Voilà. c'est très clair sur là-dessus. On passe à la troisième partie qui est donc ton parcours. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment ça s'est passé pour toi après le bac, après tes études? Est-ce que ce métier était déjà dans ta tête, dans ton imaginaire quand tu étais jeune? Tu te voyais un petit peu faire ça plus tard ou est-ce que c'est arrivé sur le tas? Voilà, hésite pas à nous dire, tout ce qui s'est passé de ton côté pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Alors donc je vais revenir donc, en effet sur mon parcours scolaire. Donc après la troisième, donc j'ai fait voilà, un lycée, général bac, donc une filière à l'époque s'appelait ES qui n'existe plus aujourd'hui, Ouais, mais spécialisée donc, économie sociale, sciences politiques et maths. En fait, après donc le bac, j'ai rejoint Sciences Po Paris, sur lequel d'abord je me suis d'abord en fait été sur des questions internationales OK, finalement et études du Moyen-Orient, donc assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. ouais, Mais en fait, en cours de mes études, je me suis beaucoup intéressé au milieu de l'énergie, et j'ai OK, fait mon premier stage dans un, comment dire? Un think tank, c'est-à-dire un groupe d'études sur, voilà, des innovations dans le secteur de l'énergie et c'est comme ça que j'ai connu le cabinet dans lequel je travaille aujourd'hui. Donc j'ai OK. commencé à, voilà, à comprendre un peu ce qu'était le conseil. Au début, j'avais du mal à comprendre qu'est-ce qu'était le conseil, qu'est-ce que faisaient les consultants, très honnêtement. Parce que c'est vrai que c'est pas simple, voilà, il y a beaucoup de projets différents. Et après les études, donc fait quelque chose d'abord qui n'avait pas vraiment de lien, mais j'ai travaillé dans l'associatif pendant 2 ans, voilà, sur de la gestion de projet, avec quand même des tâches assez importantes parce que je travaille dans le numérique et bah, en interne aussi, je faisais beaucoup de missions d'organisation, donc finalement un peu comme un consultant et j'ai pas postulé, mais j'ai été démarché sur LinkedIn, par un Oh! recruteur pour rejoindre l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Ah ouais, c'est marrant en plus parce qu'hier, on a vu quelqu'un qui s'occupait justement du recrutement et qui disait que justement une des techniques, c'était aussi de vérifier sur LinkedIn et cetera. Donc, Ouais. marrant que toi justement tu es scouté un petit peu de cette manière-là, quoi. Voilà, il y a énormément de donc je sais pas si vous connaissez tous LinkedIn, à ce stade, mais donc c'est un peu Facebook, pour, trouver un C'est ça. travail. Ouais. Donc c'est très important d'avoir un profil rempli, donc ça, vous Mmh, verrez, bien sûr en fonction des stages que vous faites. Mais de mon côté, c'est comme ça que j'ai été choisi. En fait, j'ai pas fait de lettre de motivation, j'ai juste, mmh. bon, donné mon CV évidemment, mais voilà, j'ai été contacté lorsqu'ils ont vu mon profil et les compétences que j'avais. Même dans l'associatif, en fait, j'avais fait beaucoup de gestion de projet, donc je m'étais occupé de projets, donc j'avais une certaine autonomie. Ce qui est très intéressant dans le conseil, puisqu'on nous-mêmes, on a la charge de projet, chez le client. Ouais. Donc vous voyez qu'en fait, j'ai eu un parcours un petit peu, bah, pas complètement linéaire, parce que Ouais. d'habitude, c'est plutôt des dans le conseil, c'est plutôt des personnes qui ont fait des écoles de commerce ou d'ingénieurs. OK. Mais vous voyez qu'en fait, ça reste un métier qui peut être, accessible par beaucoup de personnes et Bah, voilà, qui est très intéressant, pour ensuite, voilà, donner du sens à sa carrière et acquérir des expertises. et au niveau de Sciences Po et cetera, est-ce que tu peux un tout petit peu plus détailler en combien d'années ça s'est fait? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le stage, il a duré combien de temps et cetera? Pour qu'ils aient un peu une idée de Sciences Po, comment ça se passe, à l'intérieur et cetera. Bien sûr, alors donc Sciences Po, donc j'ai fait le cursus complet, c'est-à-dire, licence et master, donc en 5 ans, OK, qui comprend donc dans ces 5 ans, donc on a une année par exemple d'échange à l'étranger, OK, que j'ai effectué au Canada. Donc OK, très important, voilà, de faire une année d'échange, de pouvoir, voir un peu du monde, donc c'est assez spécifique à Sciences Po, mais beaucoup d'universités font ça. Et j'ai fait un stage donc de fin d'études, ce qu'on appelle un stage de fin d'études, donc on fait, au moment de son master, qui a duré 6 mois heu, OK. pendant lequel voilà, j'ai connu cette entreprise.
Et un petit peu le type de matière que tu as à faire pendant ces 5 années? Ouais. Donc c'est très général, Sciences Po. J'ai eu des matières, par exemple, comme, bah, l'économie notamment, Ouais, des matières aussi un peu de droit. J'ai beaucoup en fait, de matières liées au monde à la fois militaire, industriel, mais aussi énergétique et ça, c'est des OK. spécialisations que j'ai choisies, plutôt dans mon master. OK, Voilà, ce qui m'a donné un vernis, technique important pour ensuite travailler dans le conseil. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la question du nucléaire lorsque j'étais à Sciences Po et j'ai fait des missions dans le nucléaire, ensuite, en tant que consultant. d'accord, donc il y a bien eu un lien entre tes études et ce que tu as pu après un petit peu Ouais. appréhender justement. Ouais, OK, c'est Et sachez vraiment dans le conseil, en fait, il y a vraiment du conseil dans différents secteurs, dans différents types de métiers et c'est aussi un métier, où, si par exemple vous êtes très intéressé par un sujet, vous pouvez porter ce sujet au sein de votre cabinet et pourquoi pas trouver des missions, au en fait, qui peuvent vous intéresser sur le sujet que vous portez. génial, génial, génial et on a une question de Ilan qui nous demande: «Est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup de responsabilités? Si oui, quels en sont ces critères?» Alors, c'est un métier qui a beaucoup de responsabilités, surtout quand on monte en grade. Lorsque vous débutez, en fait, en général, vous êtes dans une équipe, donc vous avez des managers et des personnes qui s'occupent. Et moi, de mon côté, je suis consultant, j'ai été seul en mission et lorsqu'on est seul en mission, bah, on présente au client. Mmh. C'est donc une lourde responsabilité, on est en contact avec le client. Donc on a la charge de lui présenter des livrables, comme je vous dis, de qualité, d'être, à temps au niveau des deadlines, pouvoir communiquer avec, le client et 3 bien sûr, faire le lien avec, son entreprise en cas de par exemple, si on sent qu'il y a des soucis, si on sent qu'il y a des choses qu'on aimerait approfondir. C'est quand même une certaine responsabilité en effet qu'on nous met dessus, mais qui est très importante, je trouve, dans le monde du travail. Ouais, D'apprendre en fait, ça a lieu dans le conseil, mais ça a lieu finalement dans n'importe quel travail. ouais, Voilà, en fait, être propriétaire de son propre travail, être, vraiment, voilà, être responsable de ce qu'on fait. Mais ça, ouais. en tout cas, vous inquiétez pas, si vous rentrez en tant que stagiaire et que vous faites tout le cursus, vous apprendrez petit à petit, on vous mettra pas tout seul tout de suite en mission, C'est sûr, c'est sûr. On a une question aussi assez intéressante de Wally qui nous demande: «Êtes-vous en concurrence avec d'autres entreprises qui offrent le même service à l'échelle de la Ouais. France et éventuellement du continent européen?» Énormément, énormément. C'est un métier où il y a énormément de concurrence. Alors pour ma part, j'ai fait des actions commerciales dans lesquelles je suis allé chez le client et en effet, ils nous comparent, parfois même juste pour des questions de prix, par exemple, des questions de prestations. Donc OK. on a énormément de concurrence, moi, je travaille beaucoup notamment avec EDF. Voilà, on est constamment en compétition avec d'autres cabinets, de taille plus ou moins grande, plus ou moins spécialisés. Donc oui, il y a énormément de concurrence puisque c'est un métier où il y a énormément de demandes, en fait. Il y a beaucoup de missions et donc voilà, les entreprises aiment bien aussi pouvoir, travailler avec différents cabinets. S'ils ont un cabinet qu'ils ont bien aimé, Mmh. ils vont vouloir rester avec eux. Donc des fois, il faut déloger des cabinets Ouais, sur des missions et toujours essayer de rester sur une mission pour pas, en fait, se faire remplacer par un autre cabinet. Donc ouais, il y a ouais. énormément de concurrents et il y a des grands acteurs internationaux, et des acteurs français comme l'entreprise dans laquelle je suis, où on se fait aussi à l'international, donc oui, Ouais. ouais, effectivement. Et bah, justement, il y a une question un petit peu sur ça, sur cette question de international. On a une question de Wesley, qui nous demande: «Travaillez-vous uniquement avec des entreprises européennes ou également avec des entreprises à l'international? Si oui, pourriez-vous en donner un exemple? Et après, organisez-vous des conférences à l'étranger?» Une large question. Donc c'est une large question, donc ça revient en fait à une question qui avait été citée Ouais, précédemment sur la sectorisation. Donc moi je suis rattaché donc au bureau de Paris, donc on fonctionne beaucoup avec des groupes, français ou implantés en France. Mais je peux donner un exemple, par exemple, de groupe international, on a le groupe Stellantis qui est un OK, groupe automobile, ouais. européen et américain, Mmh. sur lequel on travaille à la fois en France, mais aussi aux États-Unis, puisqu'ils ont des usines de production aux États-Unis. Donc on peut avoir des missions, voilà, sur différents continents. C'est assez rare dans mon cabinet, mais d'autres cabinets le font beaucoup plus, notamment des gros cabinets américains qui sont présents en France. Mais oui, en effet, on n'a pas de limite par rapport à ça et on peut avoir des consultants, par exemple, au Maroc,
en France, aux États-Unis, qui peuvent travailler sur le même projet. Ça arrive pas tout le temps, mais c'est le cas. Et Mais il y a ça aussi peut des pro comment? mais ça peut arriver, oui, comme tu dis. Oui, ça peut arriver. Voilà, c'est moi, de mon côté, personnellement, ça m'est pas arrivé parce que dans le domaine de l'énergie, comme c'est un Mmh. domaine assez sensible, on travaille surtout sur des projets en France avec des clients français. Souvent, voilà, il y a des projets un peu sensibles sur lesquels on peut pas forcément faire intervenir des Mmh. personnes à l'étranger. Mais, voilà, sachez que, par exemple, dans les grandes banques ou, dans des grands sujets, par exemple la BNP, Société Générale ou des groupes américains, bah, il y a tout à fait possibilité d'avoir des opportunités à l'étranger. Et vous pouvez aussi, par exemple, demander à rejoindre des bureaux à l'étranger. J'ai, par exemple, ma meilleure amie qui est également consultante comme moi, Ouais, qui est partie de Paris, pour, aujourd'hui travailler à Wall Street à New York dans le même OK. cabinet de conseil. Très stylé, très, très stylé. Très bien. Feedback et bah, justement, ça tombe Voilà, bien. voilà. J'avais une petite question, de Léa qui l'a posée plusieurs fois. Donc Léa, on va pouvoir enfin répondre à ta question qui était: «Quels sont vos horaires et avez-vous beaucoup de temps libre?» Alors, les horaires, je dirais classiques, en moyenne, je dirais que ça serait alors moi personnellement, j'aime bien commencer tôt. Je OK. dirais ça co je commence vers 8h30 le matin et je termine vers 18h30. Donc ça va être une journée un peu type. Après ça va dépendre énormément des semaines. Il y a des semaines, par exemple, où vous allez avoir très peu de travail et des semaines où ça va être un peu l'inverse. Donc voilà, après honnêtement, il y a beaucoup de flexibilité dans mon entreprise. Donc là, par exemple, vous pouvez le voir aujourd'hui, je fais du télétravail. On peut télétravailler aussi à l'étranger, donc on s'organise en fait un petit peu comme on veut. Tant que le travail est fait, il y a beaucoup de confiance qui est faite chez les consultants. Après, bien sûr, ça dépend aussi des clients qu'on a. On a des clients, par exemple, qui veulent qu'on vienne tout le temps au bureau. On a des clients qui, au contraire, sont complètement en télétravail. Donc ça, c'est moins dans Mmh. notre, on peut moins contrôler ça, mais en général, voilà, on fait des journées, quand même assez chargées, mais j'arrive quand même à avoir du temps libre, ne vous inquiétez pas. C'est très bien, parce qu'on a mis l'accent aussi un petit peu là-dessus, sur faites attention à votre temps libre aussi dans votre travail, donc c'est pour ça que Ouais. tu leur dis que tu en as quand même un peu, c'est bien. Ils vont être En contents. fait, si voilà, si vous avez pas de temps libre, c'est qu'il y a un souci et ça, il faut en parler avec votre manager. C'est qu'il y Ouais. a ou bien vous avez, trop de vous avez trop de travail, ou bien voilà, c'est que vous avez un problème sur la façon d'aborder le travail. Si vous avez pas de temps libre ou si vous avez des soucis par rapport à ça, il faut absolument en parler parce que ça peut, vous impacter, en fait, au niveau de la santé. Ça, c'est très important pour n'importe quel métier. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, tu fais bien de le dire une nouvelle fois et avant de passer à l'avant-dernière partie, on a une question aussi qui est revenue pas mal de fois et je vais citer Mylan qui l'a citée. Quelles sont les compétences un petit peu, importantes à avoir pour ce métier? Alors les compétences pour ce métier, ça va être ce qu'on appelle les soft skills, Ouais, c'est-à-dire plutôt des compétences, pas forcément, voilà, vous connaissez, tel ou tel outil, mais c'est plutôt des compétences un peu personnelles, c'est-à-dire être capable d'être autonome, d'être curieux, d'être capable, voilà, de s'intéresser à beaucoup de sujets. Une grande adaptabilité aussi, être capable, voilà, de changer complètement de mission, de client à un autre. Donc au final, ça demande, voilà, d'être un esprit assez ouvert, assez curieux. Évidemment, être travailleur aussi, ça c'est important, être organisé. ouais. Mais c'est surtout, je dirais, l'adaptabilité qui est le plus important, dans le conseil, puisqu'on vous allez en fait avoir face à vous des clients qui vont être très différents les uns les autres, des projets aussi qui vont être très différents. Donc Mmh. pour moi, ça serait le plus important et être, voilà, toujours être curieux, des nouveautés, parce que en fait, notamment dans mon secteur où on travaille beaucoup avec le numérique, ça change toutes les années. Donc, si vous avez des compétences numériques, dans 2 ans, 1 an, elles vont être obsolètes. Elles seront plus, Ouais, en fait, il y aura une mise à jour, donc ça aura changé. Donc, l'important, voilà, c'est de rester à la page et de rester à l'écoute, sans arrêt. tout Ah à oui fait. et troisième, bien sûr, troisième chose, avoir une très, très bonne écoute et ça, Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. très bien. Voilà, vraiment être d'une très bonne écoute du client et aussi des managers pour pouvoir avancer dans son travail. Bah, ouais, c'est super. Bah, là, tu vois, là, déjà pour eux, là, c'est un petit entraînement ce qu'on est en train de faire, comme ça, ils sont un petit peu obligés d'écouter et de prendre des notes, donc on Et il y a les un en quiz après, hein. Non, je et rigole. en plus, il y a un quiz, voilà, donc non, mais c'est vrai, en plus, il y en a un. Ah bon, d'accord, très bien. On peut passer donc à l'avant-dernière partie maintenant. Ce que tu aimes un petit peu le plus et enfin, ce que tu aimes un petit peu moins dans ton métier, ce que tu aimes surtout le plus dans ton métier, en commençant, si tu veux bien, par les petits côtés, aspects négatifs, comme ça, on terminera un petit peu sur une bonne note, quoi. Très bien. Alors donc, dans les aspects un peu négatifs, donc évidemment, donc on en a un petit peu discuté, mais il y a une
il peut y avoir une très forte charge de travail et de pression. Ça, c'est tout à fait vrai et c'est assez transparent dans le milieu du conseil. Ça reste un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de charges de travail et de responsabilités qu'on peut nous demander, donc ça, il faut s'y préparer. C'est pas tout le temps comme ça, bien sûr, évidemment, mais ça peut arriver, donc ça, c'est pas forcément, toujours très plaisant, évidemment, dans ce secteur. Pareil, il y a aussi parfois des moments où on a une grosse autonomie et parfois des moments de solitude. Ça m'est Ouais. déjà arrivé d'être tout seul en mission, d'avoir, Mmh. pas forcément, voilà, beaucoup d'aide, donc ça apprend beaucoup la débrouille aussi finalement. Donc c'est pas toujours ce qui est le plus confortable dans le milieu du travail, mais c'est formateur. Donc Ouais. voilà, il faut s'y attendre et ça je pense que bon, ça existe dans le conseil, mais en vrai ça existe dans beaucoup d'autres métiers. Donc voilà, c'est un peu la réalité du monde du travail. Mais il faut s'y préparer et se dire que Oui. voilà et ne pas hésiter en fait, en interne à trouver des relais, des collègues qui peuvent être dans des situations similaires pour, trouver du soutien, ça c'est toujours intéressant. Et Tout à dans ce fait. que j'aime le plus, pour finir donc un peu sur une note positive, c'est que c'est quand même un secteur où il y a une grande diversité de sujets. Ouais. C'est-à-dire, voilà, on peut travailler sur plein de thématiques différentes, de secteurs aussi, des secteurs qu'on connaît pas forcément, lorsqu'on rentre dans ce domaine-là. Par exemple, moi, l'année dernière, j'avais travaillé sur des secteurs automobiles, notamment sur l'électrique, et des sujets, par exemple, de réglementation. Donc moi, j'ai fait Sciences Po, donc c'est vrai que j'ai un vernis plutôt politique, Ouais. réglementaire, donc c'était très intéressant de mon côté. On apprend beaucoup de choses, en fait, sur l'évolution du marché, des nouvelles technologies qu'on voit pas forcément dans la vie de tous les jours, mais qu'on voit venir dans le conseil d'ici quelques années, donc très, très important. Et voilà, une possibilité, par exemple, de se diversifier, je pense à l'intelligence artificielle ou à d'autres sujets. Tout à fait. Et voilà, et la deuxième partie, donc c'est qu'en début de carrière notamment, c'est, la possibilité d'avoir un grand nombre d'opportunités, bah, pour apprendre, pour développer vos compétences, pour rencontrer aussi des personnes, parce que c'est aussi un métier de rencontre. Donc vous rencontrez des experts, des personnes, dans des entreprises qui vont vous apporter beaucoup, intellectuellement. Et qui vous permettront en fait de, voilà, si par exemple vous savez pas trop quoi faire, vous êtes dans le conseil, ça va vous permettre de vous orienter, plus tard et de voilà, de pouvoir faire de rencontres intéressantes, et d'avoir de bonnes opportunités pour ensuite, bah, décrocher des jobs super intéressants. Parce que c'est souvent ce qui arrive dans le conseil. On commence par le conseil, puis ensuite on trouve, des postes très intéressants dans d'autres organisations spécialisées sur le type de mission qu'on a voulu faire lorsqu'on était consultant. Trop bien, trop, trop bien. Bah, écoute, c'est bien d'avoir terminé sur ces petites notes, positives et on a Ilan qui nous demande qui nous pose une question avant d'arriver sur la dernière partie. Si vous deviez améliorer quelque chose dans votre métier pour que ce soit plus facile et que ce soit moins ambigu, qu'amélioreriez-vous? Donc pour répondre à ta question, donc, sur, ce qui pourrait être amélioré effectivement dans le conseil, moi je pense que c'est tout ce qui est lié à la communication. Ça reste un sujet, je pense, qui est, un peu problématique au niveau des équipes. En effet, il y a très peu de enfin, je trouve que la communication pourrait être beaucoup plus efficace, notamment par écrit, pour être plus efficace dans nos projets Ah, et ça c'est, on a reperdu. Ah non, c'est bon, tu es de retour. moi je vous Oui, entends. OK, bah, c'est Donc bon là, tu es de renouveau là, c'est bon. OK, parfait. Donc voilà, donc je disais pour, donc en amélioration, moi je dirais c'est tout ce qui est lié à la communication entre, Ouais, collaborateurs, très importante, notamment avec des managers. On fonctionne beaucoup par l'oralité, ce qui est pas forcément très bon. Il y a beaucoup d'ambiguïté ou de mots. Donc voilà, c'est de bien pouvoir expliquer en fait aux consultants, surtout lorsqu'on est nouveau dans ce secteur, et de ne pas hésiter en fait à demander par écrit des consignes. En tout cas, moi de mon côté, je pense ce qui est vraiment important, voilà, c'est de pouvoir prendre des notes et mmh, d'améliorer la communication en interne pour qu'on soit beaucoup plus efficace. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans le conseil, qui ont beaucoup de jargon, ou beaucoup d'automatismes et donc qui vont pas penser à expliquer les choses ou qui vont, nous donner des choses sur lesquelles on pense comprendre, mais c'est pas forcément le cas. Donc ne pas hésiter à faire reformuler et à demander une meilleure communication de la part de ses managers ou aussi de ses clients. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu principal, c'est la bonne communication pour, que le projet se passe bien. très bien. Comme ça, Ilan a sa réponse, c'est génial et Voilà. on va pouvoir, conclure sur une anecdote que tu as choisie dans le peu de minutes qu'il nous reste. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce qu'il s'est passé? Alors donc c'était une mission sur lequel, j'étais tout seul et j'ai passé en fait l'entretien avec le client. Donc, je me suis vendu comme un entretien d'embauche, sur une mission où je devais notamment traiter d'un logiciel qui s'appelle Power BI.
Donc pour vous OK. dire, Power BI, alors moi je connaissais juste ça de nom avant de faire ce projet-là. C'est un outil qui permet de visualiser des données, ce qui peut être très intéressant pour un client qui a besoin, voilà, de voir, très rapidement un grand nombre de données. Sauf que moi je ne savais absolument pas comment l'utiliser et j'ai été vendu comme un expert et donc j'ai dû passer plusieurs jours de tutoriels sur YouTube pour voir en quoi ça correspondait et au Mmh. final, j'ai fini par en savoir beaucoup plus que le client et voilà. À chaque fois, je le bluffais parce que j'arrivais à voilà, à faire des améliorations dessus ou à l'expliquer comment ça marchait, donc j'étais assez fier de moi. Mais c'est vrai qu'avant ça, je m'y connaissais absolument pas. Donc voilà, c'est un peu les aléas au niveau du conseil. Ouais. Parfois, en fait, vous avez pas toutes les compétences et ça arrive. Donc c'est pour ça que c'est important d'être adaptable et du coup, ça vous permet d'apprendre très rapidement certains programmes comme celui-là qui est très utilisé en entreprise aujourd'hui. Merci, merci YouTube. Toujours merci YouTube, quoi. Voilà, C'est merci les tutoriels YouTube, vraiment, on adore. très, très bien. Bah, là-dessus, je pense qu'on va pouvoir très bientôt te remercier, pour ce live. Est-ce que toi, de ton côté, tu as un dernier petit mot à leur faire passer? Bah, s un dernier petit mot, en tout cas, n'hésitez pas en effet, à vous poser la question sur le conseil. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est, un très, très bon accélérateur de carrière. Voilà, si vous faites surtout des écoles de commerce ou d'ingénieurs, mais Mmh, peut-être d'autres écoles aussi, ça peut être une très bonne porte d'entrée dans le milieu du travail. Surtout si vous rentrez en tant que stage, je vous recommande vivement de faire votre stage dans un cabinet de conseil, déjà pour voir si ça vous plaît et si en effet vous pouvez, faire quelques années en CDI. Pour ensuite, par exemple, voguer vers d'autres horizons, vers d'autres projets, en ayant, voilà, ayant acquis une bonne éthique de travail, un réseau aussi professionnel très important, parce que c'est très important d'avoir un réseau professionnel par LinkedIn, rencontrer des gens, des experts et en troisième, bah, voilà, acquérir des expertises qui vous seront très utiles dans n'importe quel type de métier. ouais, ouais, tout à fait. Bah, écoute, c'est un très beau mot. On a déjà des, merci Raphaël, c'était super intéressant, j'ai bien aimé, merci. Merci mon Rafa, merci Raphaël, merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup, c'était super sympa. Donc voilà, ça leur a plu, c'est trop bien. Donc à moi Ah aussi de te super, dire merci, merci pour cette présentation de ton métier. Je pense que ça aura été clair, donc c'était super intéressant, des élèves nous disent. Donc un grand merci à toi de nous avoir accordé ce temps-ci, parce qu'il faut toujours l'accorder et donc merci, voilà, un grand merci à toi. On va te souhaiter une très bonne après-midi parce que là, on va juste merci. arriver sur l'heure du midi. Un bon déjeuner aussi, donc un bon Voilà, appétit bien évidemment. Et nous, on va se retrouver juste après une petite pause pour faire la synthèse de la matinée et bien évidemment faire, comme l'a dit tout à l'heure Raphaël, un quiz. Donc voilà, un grand merci à toi et très bon après-midi. bah, merci à tous pour votre attention et puis, bah, très bon après-midi à vous et puis, voilà, j'espère avoir pu répondre à vos questions et vous éclairer sur ce métier. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Merci à toi David pour la l'animation. Merci, merci.